Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir John Seaman, chercheur au Centre Asie de l'IFRI, qui vient de publier un article dans les Annales des mines intitulé « Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques ». C'est un sujet qu'il suit depuis plus de 15 ans. Il a par exemple rédigé une note de l'IFRI sur cette thématique en 2010. John, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour et merci pour l'invitation. Démarrons par une question d'actualité. À la fin du mois d'octobre, un plan de l'Union européenne baptisé Resource EU a été présenté à la suite de l'annonce par la Chine du renforcement de ses contrôles d'exportation des terres rares. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur ce dossier en rappelant pour commencer ce que sont les terres rares et les minerais critiques ? Et effectivement, les minerais critiques et les terres rares s'inscrivent pleinement dans la compétition sino-américaine aujourd'hui, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan technologique, où chaque partie essaie de tirer justement les avantages qui sont les leurs, et la Chine notamment sur la question des minerais critiques, et l'Europe se retrouve justement en plein milieu du contentieux. Mais je pense que c'est important de revenir un peu sur les définitions, justement, parce qu'on est en fait en train de redécouvrir le monde matériel et l'importance des matières premières. On a l'impression de vivre dans un monde virtuel. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a rarement en tête que en fait, toutes les technologies nécessaires pour fonctionner nos sociétés aujourd'hui et nos technologies de demain se reposent quand même sur du concret, sur du dur, sur des matières premières. Et cela fait suite justement à des années, plusieurs décennies d'avancées dans les sciences des matériaux et des chimies, où on a fait des grandes découvertes des propriétés des différents éléments chimiques, une plus grande diversité d'éléments chimiques, sur la superconductivité, sur le magnétisme, sur la luminosité, qui permettent justement d'avancer des technologies qui sont nécessaires pour la transition énergétique, pour les technologies de santé aujourd'hui, pour les technologies numériques et surtout pour les technologies de défense. Je vous donne un exemple. Dans les années 80, l'industrie des semi-conducteurs se reposait essentiellement sur 12 éléments chimiques dans la table de Mendeleïev. Dans les années 90, ça s'est augmenté un petit peu à 18. À partir des années 2000, ça s'est explosé et l'industrie des semi-conducteurs se repose sur l'utilisation de 65 matières premières ou de 65 éléments chimiques. Ce sont pour la plupart, une grande partie des éléments essentiels, les entrées essentielles. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est finalement critique. Comment est-ce qu'on définit la criticité ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème qu'on utilise autant de matières premières ? Et c'est là où l'Union européenne a commencé déjà en 2011 à réfléchir sur qu'est-ce qui est la criticité. Il y a essentiellement deux critères. La première, c'est l'importance économique et fonctionnelle, tout ce qui est côté demande, et quelle est l'importance de la matière première, est-ce qu'il y a des substituts, est-ce qu'on peut faire sans, etc. La deuxième, et là où ça devient une question géopolitique, c'est sur la disponibilité de la ressource. Est-ce qu'il y a une concentration plus ou moins forte d'une ressource particulière ? Donc, quand on définit des matières premières critiques, selon ces deux grands critères, on parle de nombre de matières premières. Il y a gallium, il y a germanium, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des terres rares. Donc, quand on dit terres rares, on fait référence à 17 éléments chimiques spécifiques. Donc, terres rares ne signifie pas nécessairement matières premières critiques, mais c'est un sous-groupe de matières premières particuliers qu'on utilise. Mais ce qu'on constate, et ce qui est important, dans tout ça, pour nos discussions aujourd'hui surtout, c'est le rôle de la Chine. Donc, en 2023, l'Union européenne a fait sa dernière liste de matières premières critiques, avec une liste de 34 matières premières. Et parmi ces 34, il y a une dépendance forte de la Chine pour 19. Une dépendance forte de plus de 50%. Mais sur 9
des 34 matières premières, il y a une dépendance de plus de 70%. Donc, pour certains, dont des terres rares, je vais les nommer, je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus, mais le dysprosium ou le terbium, par exemple, ce qu'on appelle des terres rares lourdes, où la Chine produit 100% de la production mondiale de ces éléments chimiques aujourd'hui. Sur le gallium, par exemple, la Chine produit 94%. Et c'est surtout dans la transformation de ces matières premières où la Chine est dominante. Oui, parce que vous expliquez bien dans votre article qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a la disponibilité de ces matériaux. Alors parfois c'est en Chine, mais parfois c'est aussi à l'extérieur de la Chine. Notamment, on a beaucoup parlé de la République démocratique du Congo, par exemple, ou de pays africains ces dernières années. Mais ce que vous expliquez aussi, c'est qu'ensuite il y a les phases de transformation, et puis de raffinage, et puis il y a les technologies qui servent à la transformation. Et vous distinguez bien ces trois aspects, et à chaque fois, la Chine est quand même un acteur dominant. Oui, justement, c'est important de se rappeler justement que ce n'est pas nécessairement dans la production minière où la Chine est dominante. Et la Chine a établi sa position pas nécessairement par une dominance géologique. Donc il ne domine pas dans le secteur des terres rares parce que c'est le seul pays à détenir des gisements de terres rares. D'ailleurs, on en trouve ici en Europe, au Groenland par exemple, on en trouve surtout aux États-Unis, en Australie, au Myanmar. Ce sont les grands producteurs aujourd'hui, ces trois derniers. Mais c'est dans la transformation du minerai où la Chine devient justement dominante. Donc il y a très peu de cas où c'est dans l'extraction pure du minerai aujourd'hui. Ce n'était le cas peut-être il y a une dizaine d'années. Mais on arrive quand même à trouver des gisements, à extraire des gisements de la terre. Mais le problème, c'est dans le traitement, la transformation et la production des technologies plus en aval de la chaîne. Et justement, comme vous dites, les technologies qui sont nécessaires pour transformer ces matières premières. Et ça, c'est là où la Chine commence à jouer sur nos dépendances aujourd'hui, parce que c'est là où on n'a pas nécessairement d'alternative. On peut trouver des gisements alternatifs, mais ce qui est difficile, c'est les traiter, c'est les séparer, ces éléments, de trouver une concentration suffisamment pure du dysprosium, par exemple, pour mettre dans un aimant permanent. Le dysprosium, on peut le produire au Myanmar, mais il n'y a qu'en Chine où on arrive à le transformer, jusqu'à aujourd'hui. Donc pour résumer, on parle de technologies typiquement liées à la transition énergétique, à la transition numérique, avec ces terres rares, ces minerais critiques qui sont essentiels. La Chine est un acteur dominant et a mis en place des contrôles, a renforcé ces contrôles. Alors vous nous expliquez que maintenant c'est des contrôles aussi secondaires, donc sur de la réexportation. Est-ce que vous pouvez peut-être être un petit peu plus précis sur la manière dont ces contrôles ont évolué, disons depuis 2 ans peut-être, et puis sur la manière dont l'Union européenne a réagi. Donc il y a ce plan Resource EU, mais qui en réalité découle du Raw Material Act qui a été adopté en 2023. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et mais je précise, parce qu'en fait, en octobre 2025, nécessairement, il y a eu cette évolution dans le régime de contrôle d'export, cette extraterritorialité, mais c'est suite à l'accord avec Donald Trump, en fait, ils sont revenus en arrière. Donc, je fais un petit historique sur ce régime de contrôle d'exportation, et je pense que le point de départ qui est peut-être le plus important, c'est en octobre 2022, et ce n'est pas la Chine, mais c'est en fait les États-Unis qui ont fait un changement de stratégie majeur en limitant l'accès de la Chine ou en interdisant même l'accès à la Chine à certaines technologies de semi-conducteurs, dans le but justement d'arrêter ou de freiner, voire d'arrêter complètement le développement de l'intelligence artificielle en Chine, soi-disant pour l'usage militaire surtout, mais ça avait un effet sur l'industrie de l'intelligence artificielle chinoise globale. Donc la Chine en face a mis 9 mois pour mettre en place un régime de contrôle d'export, mais à partir de l'été 2023, a commencé à exiger des licences d'exportation pour certaines matières premières, en commençant par ce qu'on appelle le gallium et le germanium. Le gallium, surtout, c'est un élément qui a un usage essentiel pour certains semi-conducteurs. Donc c'était un symbole, c'était un message clair envoyé aux États-Unis que si vous voulez continuer à poursuivre cette politique et de nous restreindre l'accès à des technologies clés, nous aussi, on peut jouer ce jeu, on peut rentrer dedans.
Donc à partir de l'été 2023, il y a une liste de plus en plus grande de matières premières, le gallium, le germanium, le graphite, l'antimoine, le tungstène, le bismuth. Et à chaque fois que les États-Unis durcissent le régime de contrôle d'export vis-à-vis de la Chine durcisse en face leur propre régime de contrôle d'export, surtout sur les matières premières. Jusqu'en décembre 2024, où ils ont carrément mis un embargo sur l'exportation du gallium et du germanium et de l'antimoine vers les États-Unis. Donc décembre 2024, c'est après l'élection de Donald Trump, mais il n'est pas encore arrivé à la Maison-Blanche. Effectivement, parce qu'il y a eu encore des dernières manœuvres de l'administration Biden par rapport à la Chine. Ce qui est aussi important à retenir dans ce système de licence chinoise, c'est que c'est un régime de contrôle d'exportation à usage dual. Donc, c'est clairement marqué dans leur texte que toute exportation de matières premières sur la liste qui serait destinée à un usage militaire est, par principe, interdit. Que ce soit vers l'Europe, que ce soit vers les États-Unis, que ce soit quelque part ailleurs. La vraie question, quelque part pour nous en Europe, c'est de savoir si c'est appliqué de manière égale pour nous en Europe, aux États-Unis, que par rapport à la Russie. Et là, il n'y a pas nécessairement une réponse à cette question, mais c'est une question importante. Ensuite, arrivé Donald Trump, et le tournant majeur était en avril 2025, où vous avez eu Donald Trump qui a annoncé la journée de libération avec des tarifs réciproques, soi-disant. Et pour la Chine, ça allait jusqu'à 145% de droits de douane sur des produits chinois. La réponse chinoise était quasiment immédiate, où ils ont décidé enfin de mettre un régime de contrôle sur l'exportation de terres rares. Les terres rares, c'est important parce que, et surtout les terres rares qui étaient visées, et ceux qui sont destinés à la création de ce qu'on appelle des aimants permanents. Les aimants permanents, on les retrouve partout. On en parle beaucoup dans les moteurs de véhicules électriques, on dit qu'ils sont essentiels pour les éoliennes offshore, ils sont aussi essentiels pour des technologies militaires, ils sont aussi essentiels pour des casques avec lesquels vous nous écoutez aujourd'hui. Avec les ordinateurs, il y a nécessairement un ordinateur qui a dans le disque dur un aimant permanent qui est basé sur les terres rares, qui est probablement produit en Chine, parce que la Chine produit 94% des aimants permanents dans le monde aujourd'hui. Donc c'était vraiment la ligne que la Chine attendait pour croiser, pour envoyer un signal aux États-Unis que ça suffit. Le message était entendu. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'à ce que ça ne marche pas. Parce que dans la relation avec les États-Unis, avec Washington, le jeu s'est calmé, les négociations se sont poursuivies pendant tout l'été 2025. Et puis arrivé en octobre... Les droits de douane ont baissé quand même. Ça a été Les droits de douane ont baissé. Il y avait une trêve jusqu'en octobre 2025 où les États-Unis ont décidé d'annoncer le durcissement de ce qu'ils appellent le Entity List. C'est le liste noir des entreprises chinoises avec une spécificité particulière sur les filiales. En gros, en disant que toute entreprise chinoise retrouvant sur les Entity List qui détient 50% d'une autre entreprise étrangère, cette autre entreprise étrangère est aussi de facto sur l'Entity List. Et la Chine a répondu quasiment tout de suite avec un durcissement des contrôles d'exportation dont je parlais au début, avec cette notion d'extraterritorialité. Où en gros, l'approche était de dire que non seulement on va contrôler, on va demander des licences pour des exportations des matières premières venant de Chine ou même des produits dérivés jusqu'aux aimants permanents sortis de Chine. Alors ça veut dire que l'Europe est une victime collatérale ou est-ce que l'Europe est quand même visée en tant que telle ? Parce qu'on a vu aussi la Commission européenne, Ursula von der Leyen notamment, avoir un discours un peu plus dur à l'égard de la Chine. Pas en premier plan. Certainement, ce sont des contrôles qui visent avant tout les États-Unis. Je dirais que l'Europe est un dommage collatéral, mais la Chine n'hésite pas à se saisir justement de ce levier pour entrer dans les négociations avec l'Europe sur des questions qui nous concernent. Il y a eu tout ce contentieux sur les véhicules électriques, par exemple. Ce qu'on appelle les countervailing duties que l'Europe a mis en place par rapport à des aides
chinoise vis-à-vis des constructeurs de véhicules électriques, ce qui a beaucoup froissé nos partenaires chinois. Et dans la négociation, justement, il y avait mis sur la table cette question de contrôle d'export qui était mise en place en avril déjà. Donc, l'Europe n'est pas le premier qui est visé, mais l'Europe est nécessairement un dommage collatéral et la Chine n'hésite pas à se servir justement de ce régime de contrôle d'export dans la négociation. C'est aussi un levier. Donc la Chine n'allait pas mettre en place le régime pour l'Europe, mais puisqu'elle est en place, elle s'en sert. Alors vous nous avez parlé d'octobre 2025. On se souvient qu'à la toute fin du mois d'octobre, il y a cette rencontre en Corée entre Donald Trump et Xi Jinping avec un deal. Alors c'est quoi ce deal ? Alors oui, c'est un nouveau trêve qui va ostensiblement durer 1 an. Puisque suite à l'annonce de ce nouveau régime de contrôle chinois, qui n'a pas, c'est surtout dans la dimension clé, c'était cette extraterritorialité, mais ils ont aussi rajouté d'autres contrôles, d'autres licences nécessaires pour d'autres technologies, y compris pour les batteries. Et c'est là un point très important, je pense. Ils sont allés au-delà des terres rares. Ils touchent aussi à toute la chaîne de valeur de la batterie où ils sont dominants. La réponse américaine était de lever des droits de douane à nouveau très élevés jusqu'à 100%. Et clairement, c'était un jeu de négociation parce que la mise en place de ces mesures par la Chine était tellement énorme que c'était difficile de croire qu'ils allaient rester avec ça. Donc c'était vraiment entrer dans la spirale avec les États-Unis pour essayer de renforcer sa position de négociation. Donc arrivé la réunion avec Donald Trump, l'accord, comme on l'interprète aujourd'hui, il y a 2 interprétations, une interprétation de la Maison-Blanche et une interprétation de Pékin. Ce qui est clair, c'est que sur tous les contrôles d'exportation qui étaient mis sur place en 2025, sont retardés jusqu'à novembre 2026. Donc on a 1 an pour négocier, pour en parler. Il y a ensuite une annonce côté chinoise de la levée des mesures annoncées en décembre 2024 sur l'interdiction complète des exportations du germanium, du gallium et de l'antimoine. Ça a aussi été retiré. Mais la grande question, c'est de savoir si ce qu'avait annoncé la Maison-Blanche, c'est que les contrôles d'exportation mis en place en avril 2025, par rapport aux éléments permanents, une nécessité d'avoir une licence d'exportation, si on va avoir des éléments permanents ou des terres rares nécessaires pour les fabriquer venant de Chine, si ces mesures-là aussi allaient être retirées. Pour l'instant, la Maison-Blanche parle d'une licence générale, les États-Unis vont bénéficier d'une licence générale. Côté chinois, on ne voit rien pour l'instant. Je crois qu'il faut quand même peut-être expliquer aux auditeurs qui ne sont pas tous peut-être familiers de ce concept, ce qu'est une licence et ce que ça implique, et pourquoi c'est une vraie contrainte. Est-ce que c'est parce que ces licences sont difficiles à obtenir, que les démarches administratives sont compliquées ? Vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Oui. Donc, effectivement, c'est une démarche particulière. Et même, à mon sens, la démarche en soi est problématique. Puisque pour avoir une licence d'exportation, c'est un exportateur chinois qui demande une licence pour exporter à un client étranger. Mais pour obtenir cette licence, il faut que le client donne une liste très détaillée de la chaîne de valeur, comment ce produit va être intégré dans la chaîne de valeur et qui est l'utilisateur final et qui sont tous les utilisateurs de la chaîne. Donc il y a une sorte de mapping de la chaîne de valeur qu'il faut donner à la Chine, ce qui donne justement à la Chine un avantage considérable. Oui, ce que vous expliquez dans votre article, c'est qu'en fait, c'est du renseignement économique, quasiment. Essentiellement. L'intelligence économique, Oui. Et que ça peut pointer du doigt certaines vulnérabilités qui pourraient être utilisées ultérieurement par la Chine. Effectivement. Si ça bien s'en servir de l'outil. Mais en quelque sorte, c'est un outil que nous essayons de créer pour nous-mêmes, ici en Europe, avec beaucoup de difficultés. Et le fait d'avoir ce régime de licence fournit en quelque sorte, clé en main, la cartographie de la chaîne de valeur. Et non seulement de la chaîne de valeur, mais il faut
il faut aussi fournir des spécifications techniques sur des produits. Donc la Chine, si elle sait bien s'en servir, va avoir une cartographie, va avoir des spécifications technologiques et techniques avec lesquelles elle peut justement appuyer de manière beaucoup plus fine sur la chaîne de valeur, plutôt que de dire on va faire une interdiction large des exportations, on va viser certains secteurs qui sont éventuellement compétitifs avec des entreprises chinoises. Donc on peut se servir justement pour renforcer la compétitivité des entreprises chinoises, ou on peut se servir à des fins beaucoup plus stratégiques en se disant ce secteur-là, pour les États-Unis, pour l'Europe, pour je ne sais pas qui d'autre, est stratégique. Et du coup, on va ne pas accorder la licence. Vous employez deux expressions aussi dans votre article qui sont les goulots d'étranglement et les effets de panoptique. Et je crois que ces deux expressions sont liées à ce que vous venez de nous expliquer. Oui. Peut-être que vous pouvez détailler ce point aussi. Oui, donc c'est un concept qui a été développé par deux universitaires aux États-Unis, Henri Ferrell et Abraham Newman. On a reçu à l'IFRI d'ailleurs. Qu'on a reçu à l'IFRI et qui il parle beaucoup de ce qu'on appelle l'arsenalisation des interdépendances, the weaponization of interdependence. Et il y a essentiellement deux composants. Il y a le composant panoptique, ce que je viens d'expliquer. Et pour la question des terres rares et les régimes les licences d'exportation, c'est pas nécessairement quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. C'est pour ça que je pense que c'est important. C'est qu'on a une vision générale. C'est une vision précise. générale. Ça nous permet d'avoir une information panoptique. Ça donne l'idée que c'est une information complète sur tout. C'est quand même, mais sur le secteur concerné, ça permet une visibilité plus ou moins détaillée du secteur. Ensuite, il y a les goulots d'étranglement qui sont essentiellement ce qu'on appelle en anglais des choke points, où il y a une dépendance très forte en l'occurrence sur une matière première ou sur une partie de la chaîne de valeur, et vous n'avez pas d'autre choix que de passer par ce goulot d'étranglement, et celui qui contrôle le goulot d'étranglement, en l'occurrence l'accès à la matière première ou aux produits dérivés jusqu'en aimant permanent, peut vous restreindre l'accès, soit pour vous punir, soit pour avoir un effet de dissuasion sur vos propres choix souverains, parce que vous savez que le pays en face va faire des choix qui vous sont difficiles. Mais je pense qu'en l'occurrence, ce qui est intéressant sur la question des matières premières et des minerais critiques, sur le goulot d'étranglement, c'est que la Chine peut à la fois restreindre l'accès, tout comme elle peut desserrer les taux, laisser recouler sur le marché des matières premières ou des éléments permanents, etc., et inonder le marché. Ouais, pour résumer sur cette question de goulot d'étranglement et d'effet panoptique, ça veut dire que si un acteur, en l'occurrence ça pourrait être la Chine, a une vision complète de la chaîne de valeur et connaît les goulots d'étranglement, cet acteur peut jouer sur, par exemple, une matière première pour bloquer complètement une chaîne de valeur, mettre à l'arrêt une industrie, par exemple. C'est bien ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Mettre à l'arrêt une industrie complète, ou justement, si les informations qu'ils ont sont parfaites, imaginons qu'ils remettent en place un système de contrôle avec un caractère extraterritorial, il peut mettre à l'arrêt un acteur industriel, en disant cet acteur-là a une interdiction d'accéder à cette matière première. Donc en fait, elle peut viser de manière beaucoup plus fine, justement parce qu'elle a cet effet panoptique, elle sait comment la chaîne de valeur marche, où sont les dépendances, qui est dépendant de qui, qu'elle peut viser ces contrôles d'export et l'accord des licences d'export de manière beaucoup plus fine. Mais l'autre côté de ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, que je pense est important dans le cas de la Chine et des matières premières, c'est que tout comme la Chine peut serrer les taux et interdire l'accès à des matières premières si elle veut, elle peut aussi desserrer les taux et inonder le marché, ce qui crée une volatilité des prix. Et jusqu'à là, c'était le vrai problème quand on essaie de répondre à cette dominance chinoise. On l'a vu, on le voit depuis longtemps, on le voit venir déjà depuis 2010. C'est une question de discussion, mais on n'arrive pas à trouver les clés, on n'arrive pas à répondre de manière conséquente sur la position chinoise dans le marché. Et c'est justement à cause de cette capacité chinoise
de créer une volatilité sur le marché qui fait qu'il n'y a aucun investisseur, si ce n'est qu'un investisseur stratégique ou un investisseur de l'État. Parce que les activités minières sont chères quand même, creuser une mine, etc. C'est des investissements considérables et donc personne ne va investir si les prix s'effondrent. Oui, et il faut énormément de capitaux. Pour un certain nombre de ces matières premières, prenons par exemple le germanium. Le marché total de germanium est 27 millions d'euros. C'est peanuts. Personne ne va s'y intéresser. S'il est là pour faire de l'argent, il ne va pas s'y intéresser. Mais quand même, c'est un secteur qui est hautement stratégique. Donc, la Chine peut justement agiter sur ce plan-là pour que nos réponses soient pas très efficaces. Si on n'est pas prêt à passer ce cap, de se dire justement, en fait, il va falloir que l'État intervienne, il faut qu'on commence à raisonner différemment, que ce secteur n'est pas uniquement un secteur qui est dominé par les entreprises privées, par la loi du marché, mais que justement, il faut qu'on se rende compte que la présence de la Chine dans ce marché-là fait que le marché ne fonctionne pas comme un marché classique. Il faut nécessairement une implication de l'État. Dans votre article pour les Annales des mines, vous expliquez d'ailleurs à ce sujet que la logique de marché, de libre marché, ne peut pas s'appliquer aux matières premières critiques et aux terres rares parce qu'il y a des spécificités, notamment cette domination chinoise qui empêche les logiques capitalistes classiques de s'appliquer. Donc quelle conclusion en fait vous en tirez ? La conclusion essentielle, c'est de dire qu'il faut une volonté politique pour qu'on fasse des investissements stratégiques dans ce secteur. On est en train de se réveiller sur ce point, sur cette nécessité d'avoir un investisseur stratégique, c'est-à-dire un organe de l'État ou une agence de l'État, que ce soit l'État français ou l'État européen, une institution européenne qui investisse. Politiquement, on va dans le bon sens et on commence à comprendre. Mais lentement, très lentement, et beaucoup moins vite qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a un réveil très net et clair de l'État, où le gouvernement américain prend directement des participations dans des entreprises, où l'État garantit des achats avec des prix planchers, pour justement soutenir le marché. Et le risque que je vois émerger de tout cela, c'est que on soit trop lent à réagir ici en Europe. On y va lentement, doucement. Il y a des projets qui émergent, qui sont bonnes. Il y a des bonnes idées, même ici en France, sur la question des terres rares, par exemple. Mais aux États-Unis, ils mettent sur la table des telles ressources à ce que ça aspire tout le talent, ça aspire tous les capitaux, ça aspire tout l'effort. Et je crains que sur certains secteurs, que ce soit sur le gallium, où on a parlé du germanium, et le marché est tellement petit, ou même sur les terres rares, qu'on se retrouve dans une situation où on est d'un côté dépendant de la Chine, et d'un autre côté, de plus en plus dépendant des États-Unis, puisque on n'arrive pas non plus à être compétitif par rapport aux Américains, et au marché américain. Donc, c'est un vrai problème pour nous en Europe aujourd'hui, je pense. Et ça nécessite beaucoup plus de coordination européenne, aussi avec nos partenaires, avec le Japon, avec la Corée, avec l'Australie, avec le Canada. Tous sont des partenaires qui sont prêts à coopérer, à travailler ensemble. Mais la question est comment interagir avec les États-Unis sur cette question. Et ce que vous dites est quand même étonnant parce que l'Union européenne s'est saisie du problème relativement tôt. Vous nous rappeliez 2011, première liste des matières critiques, des matières premières critiques. Ensuite, il y a eu d'autres listes jusqu'à arriver au Raw Material Act en 2023. Dans le rapport Draghi, il était aussi question de ce sujet et Mario Draghi plaidait pour avoir une plus grande indépendance puisque j'ai pas les seuils en tête, mais ce qui m'avait frappé, c'est que effectivement les seuils de dépendance restaient quand même très élevés en termes de raffinage notamment, et les objectifs paraissaient relativement bas, mais évidemment quand on n'est pas spécialiste du secteur, c'est facile de dire ça. Bon, est-ce que peut-être déjà vous pourriez nous rappeler un peu ces différents jalons historiques qu'il y a eu, et puis nous faire un point actualisé sur, dans le fond, les dernières mesures dans l'Union européenne qui vont dans le bon sens, pour reprendre votre expression. Notamment, on a parlé d'une quarantaine de projets stratégiques, je crois. Voilà, de quoi parle-t-on ?
Donc, pour pas faire une historique trop longue, je vais quand même rappeler 2010 parce que c'était une année importante et j'ai pas encore je me suis pas encore vraiment arrêté là-dessus. Mais il y avait un premier choc des terres rares en 2010 où la Chine, pour différentes raisons, a mis en place des tarifs à l'export, mais surtout des quotas à l'export des terres rares venant de Chine. C'est un premier choc. La demande mondiale en dehors de Chine à l'époque était 55 000 tonnes de terres rares. Ils ont mis en place des quotas d'export à 30 000 tonnes. Ce qui a fait une crise dans le secteur. Ça a réveillé les esprits. Ça, c'était à l'été 2010. Et puis, en septembre 2010, il y a eu des contentieux avec le Japon, au cours desquels il y a eu un arrêt des exportations de la Chine vers le Japon. Tout le monde a interprété ça comme la Chine qui instrumentalise justement sa position de force dans le marché des terres rares pour punir le Japon. C'était le moment de réveiller les esprits. Tout le monde a parlé des matières premières, tout le monde a parlé des terres rares, mais concrètement, ce ne suffisait pas pour passer ce cap et pour se rendre compte de la nécessité d'une implication pour l'État. Donc il y a eu des projets qui ont jailli en dehors de Chine. Les États-Unis, ils ont commencé à reproduire des terres rares. Ils en produisaient beaucoup jusqu'en l'année 2000. Leur mine en Californie a redémarré, sauf que avait du mal à faire des bénéfices. Il n'y avait que le Japon qui a réussi à travers des investissements en Australie, à travers des investissements sur un raffinage des terres rares en Malaisie, à créer une chaîne hors chinoise pour alimenter sa propre industrie des aimants permanents de terres rares. Donc s'il y a une production d'aimants permanents en dehors de Chine aujourd'hui, en quelque sorte, c'est grâce au Japon qui a vu justement la nécessité stratégique et qui a investi avec les organes de l'État, fait des investissements stratégiques à long terme pour garantir la soutenabilité et la durabilité de ces opérations. On ne s'est pas saisi la crise de la même manière ici en Europe. Il y avait une réveil des esprits, on s'est dit c'est important, on va étudier la question, on va en parler. On a mis en place des cellules de réflexion. On n'a pas rien fait, mais on n'a toujours pas passé le cap qu'il fallait pour créer vraiment une industrie qui peut se tenir debout face à une concurrence chinoise. Ce qui nous a vraiment amené jusqu'à aujourd'hui, c'était la crise du Covid, clair. On s'est rendu compte directement de nos dépendances. Et l'importance de cette question, ça crée une énergie politique nécessaire. C'était l'invasion russe de l'Ukraine, nécessairement. Mais de manière plus générale et plus lente, je pense que c'est aussi notre propre conception de la Chine, la manière dont on perçoit notre relation avec la Chine qui devient beaucoup plus affirmative, beaucoup plus sûre d'elle sur la scène internationale, qu'à partir de 2019, déjà en Europe, on ose penser à la Chine non seulement comme un partenaire ou un concurrent, mais comme un rival systémique. Pour nous, c'est une évolution dans la manière dont on perçoit la Chine et du coup, dont on perçoit nos propres dépendances vis-à-vis de la Chine. Et au bout du compte, on arrive à créer les capitaux politiques nécessaires pour adopter des mesures. La mesure structurante au niveau européen, c'est ce règlement des matières premières, où on a une dimension, ça s'inscrit dans une logique de sécurité économique plus large. On a une dimension de promotion des activités. On veut produire en Europe 10%, on veut faire 10% de l'extraction des matières premières ici en Europe. On veut transformer 40% des matières premières qu'on consomme ici en Europe, on veut les transformer ici en Europe. On veut recycler 25% de nos déchets et réinjecter 25% des ressources à partir des matières premières recyclées. Donc on a créé un régime dans lequel on va redémarrer l'activité industrielle ici en Europe. Et c'est là ce que vous dites, les projets stratégiques. Il y en a 47 aujourd'hui. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle relance pour les appels d'offres. En gros, ils mettent sur la table de l'argent pour soutenir des projets qui vont dans le sens des objectifs de ce règlement. Aujourd'hui, il y en a 47 et bientôt, il va y en avoir plus qui sont choisis. La candidature est ouverte. Mais il y a une deuxième dimension qui est la dimension partenariat.
dans lequel l'Union européenne conclut des partenariats stratégiques avec de nombreux pays. Il y en a 13 aujourd'hui, je pense, où il y a des partenariats stratégiques formels avec l'Australie, avec le Chili, avec l'Argentine, avec la République démocratique du Congo, par exemple. Donc des accords bilatéraux. En parallèle, vous avez des minilatéralismes, voire un multilatéralisme au sein du G7. Par exemple, il y a beaucoup de mouvements pour avancer de concert avec nos partenaires. Et aussi dans ce qu'on appelle le Mineral Security Partnership, ce qui est aussi un groupement de pays qui travaillent soit comme l'Europe sur le niveau de consommation, l'intégration des matières premières dans l'industrie, soit sur le niveau production, des pays producteurs de la matière première. Et c'est un forum dans lequel on essaie de travailler de manière plus étroite. Mais à mon sens, pour l'instant, ça manque de ressources, ça manque de conviction. On va dans le bon sens, mais quand on voit la vitesse à laquelle les États-Unis avancent, on voit que ça attire énormément d'investissements, ça attire énormément d'attention de la part de nos partenaires éventuels, que ce soit l'Australie ou République démocratique du Congo, etc., qui sont attirés par cette volonté politique américaine et qui veulent justement en profiter parce qu'ils savent que la question des matières premières stratégiques ou les minerais critiques est tellement important pour Washington que ceux qui ont quelque chose à offrir, ils vont tout de suite à Washington pour essayer d'obtenir une position intéressante autour de la table aux yeux de Trump. John Seaman, ce constat est tout de même assez sombre pour l'Europe, même si vous laissez quand même entrevoir quelques opportunités de diversification avec des partenaires. Nous allons en rester là pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire les différents travaux de mon invité disponibles sur le site de l'IFRI, dont son article de novembre intitulé, je le rappelle, « Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques ». Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.